Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous, chers auditeurs. Merci d'être à l'écoute de cette émission qui vise à vous présenter des gens qui font la différence au quotidien et qui nous inspirent à donner le meilleur de nous-mêmes. Je serais d'ailleurs curieuse de savoir si l'un de ces épisodes vous a particulièrement touché. N'hésitez pas à nous écrire sur la page de l'émission. Notre première invitée cette semaine sera sans doute de celle-là. Elle s'appelle Sylvie Tardif. Elle est coordonnatrice générale et cofondatrice du Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire, le COMCEP, et elle est récipiendaire de plusieurs prix. Prix développement communautaire remis par le YWCA, titre de personnalité La Presse, prix en alphabétisation remis par le gouverneur général et plus récemment la médaille de couronnement du roi Charles III. Titulaire d'une maîtrise en intervention sociale de l'UQAM, Sylvie Tardif a cofondé plusieurs organismes dont le COMCEP. Nous l'avons invitée pour nous parler de ce lieu d'ancrage, de réalisation personnelle et professionnelle qui aide 5000 personnes par année grâce à une multitude de programmes comme l'alphabétisation, la francisation, l'éducation populaire, l'éducation à l'emploi et bien d'autres. Nos héros anonymes sont des gens de terrain. Et il n'y a pas plus terrain qu'un travailleur de rue. Ils et elles sont le dernier filet social pour les gens qui ont décroché du système. Dans le milieu, on les appelle les désaffiliés. Ils sont la fenêtre de l'espoir pour ceux et celles qui sont sur le bord de ce précipice. Des situations qui vous déchirent le cœur, notre deuxième invité en a déjà vu plusieurs malgré son jeune âge de 25 ans. Alexandre Laberge est travailleur de rue depuis 2 ans. Il viendra nous raconter son quotidien dans la gravelle, sous les ponts et les abribus. Une courte pause et on accueille Sylvie Tardif du COMCEP. Madame Sylvie Tardif, avec tous ces beaux prix, vous allez plus être anonyme bientôt, vous? Non, c'est ça que je disais à votre collègue tout à l'heure. Je dis à Trois-Rivières, je suis pas tellement anonyme, là, parce que ça fait 38 ans que je travaille dans le milieu. J'ai souvent des interventions dans les médias, mais ça me faisait très plaisir de jaser avec vous aujourd'hui. Peut-être une petite correction. Nous autres, notre organisme, on l'appelle concept. On le prononce pas concept. Il y a une faute dans notre nom, là. Mais on travaille avec des gens qui font des fautes à la journée longue. C'est un autre concept d'intervention, un autre concept d'éducation. Fait que c'est... Puis les gens dans Trois-Rivières, dans la région, ils nous connaissent sous le nom de concept. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Vous êtes vraiment au diapason de votre clientèle. Oui. Parlez-nous un peu de ces gens pour qui vous êtes au service depuis 1986, je crois que Concept existe. Oui. Peut-être juste avant de répondre à cette question-là, dire que, bon, moi, vous faites l'entrevue avec moi pour mettre en lumière là, le travail que je fais, mais moi, je suis tellement pas toute seule, là. On est une grosse équipe, une équipe d'une vingtaine de travailleurs-travailleuses. On a près de 200 bénévoles. Wow. On a
participants, participantes. On doit avoir 200-300 personnes qui viennent ici à chaque semaine. Fait que c'est toute une belle, grosse famille qui travaille ensemble. Puis moi, je travaille avec ces gens-là. C'est eux, Les gens, les anonymes, là. Vous êtes leur porte-parole aujourd'hui. exact. Ils sont souvent dans mon nom, puis ça me... Tu sais, je suis toujours un peu mal à l'aise de ça. Fait que je leur remets tous les prix que je reçois, là, je leur remets toujours une partie à eux, parce que moi, sans cette équipe-là, tous ces gens-là, moi, je peux pas faire tout ça toute seule. Votre question, c'était les personnes avec qui on travaille. Pour qui Nous, je vous vous entends. existez, hein? Pourquoi vous vous levez le matin, Sylvie Tardif et tous Exactement. ces gens? Exactement. Qui donne un sens à ma vie? Oui. Et c'est ça, j'aurais dû prendre ma retraite il y a 2 ans, mais je suis pas capable parce que j'avais tout le temps envie de pleurer, de dire que je quitterais parce que j'aime tellement ça de travailler. C'est une passion. Et puis, il n'y a pas une journée qu'on n'a pas une reconnaissance. Bon, c'est un travail qui n'est pas facile non plus, là, parce que c'est des gens dans la grande misère. Tu sais, je vous entendais présenter votre deuxième invité, travailleur de rue. Nous, on est juste avant. Puis souvent, on a des gens en risque de rupture sociale, des gens qui sont allés dans la rue, qui sont revenus. Fait que c'est des gens qui ont pas des vies faciles. Et nous, on est là pour les accompagner. On a un gros programme de famille aussi, parents, enfants, pour viser la réussite scolaire des enfants. Puis, tu sais, quand un parent est analphabète, ou peu scolarisé, ou personne immigrante, c'est difficile là, d'accompagner son enfant à l'école. Oui. C'est souvent des échecs de génération en génération. Alors, on travaille beaucoup là-dessus là, pour accompagner. Puis quand il y en a un de nos enfants qui réussit à avoir son secondaire 5, on organise une fête parce que on a une petite bourse aussi là, qu'on leur donne parce que c'est vraiment... C'est un on grand travaille accomplissement pour eux. Ah oui, puis pour les parents aussi, là. Oui. Comment ça a commencé, le concept? Nous, on était 2 Tréfiviennes qui travaillaient dans la Naudière, dans un organisme semblable au nôtre, mais dans le milieu rural. Eux, il y avait plusieurs points de service là, dans le milieu rural, Sainte-Julienne, Saint-Émilie de l'Énergie, Radun. Et de là, nous, on s'était aperçu qu'il n'y avait aucun centre d'éducation populaire et d'alphabétisation populaire dans toute la région de la Mauricie. Et de là-bas, on a commencé à faire des demandes de subventions, on a commencé à réunir des gens ici à Trois-Rivières. C'est toi qu'on dit cofondatrice, parce qu'on était une douzaine au début. Et on a fait le premier conseil d'administration, c'était le 16 novembre 86. Et un mois plus tard, le 17 décembre, notre centre était ouvert. Wow! C'est de Oui, l'efficacité, ça, Sylvie? Oui, mais on savait comment ça fonctionnait parce qu'on travaillait pour un centre comme ça dans la Naudière. Et on savait que on avait une friperie. À l'époque, à Trois-Rivières, il n'y avait pas beaucoup des friperies. Ça ne s'appelait pas comme ça non plus. On appelait ça un comptoir de vêtements usagés. Et on savait que si les bénévoles vendaient 10 $ par jour, on était capable de payer le loyer. Et on était 3, très impliqués au début. On est allé emprunter de l'argent sur nos noms personnels. Et mon père avait dit, s'ils veulent pas vous emprunter la caisse, moi, je vais vous endosser parce que c'est un super beau projet, ça. Et finalement, la caisse avait voulu, le 3, on était dans la vingtaine, les 3, mais ils ont accepté. Et il y avait une du groupe du CA qui était plus ésotérique que les autres un petit peu. Puis elle a dit, on est venu au monde la journée d'une pleine lune et on a ouvert le centre la journée la d'une autre pleine lune du mois suivant. D'une pleine lune à l'autre. Elle dit, ça va nous porter chance toute notre vie. Et effectivement, c'est un centre qui a beaucoup de chance, qui s'est bien développé. On a eu une malchance en 2004. Là, on a passé au feu, un gros feu. Là. Mais ça a fait en sorte que les gens se sont mobilisés. Puis à cette époque-là, en 2004, amasser
plus de 600 000 là, en l'espace de 2 ou 3 mois. Ben, c'est assez extraordinaire. Puis avec cet argent-là, on a pu acheter une école là, qui était pour se libérer. Fait qu'on on est chanceux. Ça nous a porté chance dans notre malchance qu'on a une belle école maintenant qu'on habite, qu'on loue à des locataires au 3e étage, là, des groupes communautaires au 3e étage. J'entends beaucoup de résilience, Sylvie, dans votre parcours. Donc, vous êtes à même d'aider à la faire naître chez la population que vous aidez, de leur faire voir qu'il y a un futur qui s'en vient, qu'on va pouvoir se relever de nos obstacles. Exactement, le mot relevé, il est très important. C'est que les gens se relèvent et on va avoir un gros spectacle, nous, dans le temps du 8 mars, là, puis là, on est dans ce temps-là. Des droits des femmes. Oui, c'est ça. On organise toujours un spectacle. Cette année, c'est un petit peu plus tard, là, c'est le 20-21 mars, mais on organise toujours un gros spectacle. Et il y a une chorale, il y a des percussions, il y a des gens qui font des sketchs, des poèmes, du slam. Et ça donne vraiment l'estime d'eux-mêmes. La salle est pleine. On joue devant à peu près 400 personnes. Là. Les 2 soirs, ça donne 400 les 2 soirs. Et les gens là, sont tellement fiers. Ils ont eu de la difficulté à apprendre le texte, ils ont dû à le dire, mais aussi à l'apprendre, puisque il y en a qui ont de la difficulté à lire et à écrire. La même chose, on a des personnes immigrantes dans notre sketch, dans les sketchs, dans le spectacle. Alors, tu sais, on donne plein de moyens comme ça qui permettent des petites victoires. Puis on mène des combats, des luttes qu'on peut gagner aussi. Parce que si on lutte contre la pauvreté, là, mais si on s'attend que du jour au lendemain, il n'y aura plus de pauvreté, ça risque d'être long. Mais on mène des petites luttes. C'est comme on a mené une lutte pour que Pauline Julien ait un centre communautaire, un centre culturel à son nom. On a mené même chose avec Rita Lafontaine. Elle, c'était une place publique dans Trois-Rivières. Mais dis-toi, Sylvie, je comprends que l'art et la culture, ça fait partie intégrante de vos programmes. De tout. Oui. De tout. Ça traverse tous nos programmes parce que avoir accès à la culture, là, ça donne accès au bonheur. Hein? Et tu sais, moi, j'en consomme entre guillemets beaucoup de culture. Je vais voir des spectacles, je vais voir tu sais, des pièces de théâtre, des spectacles. Et je sors de là, je suis heureuse. Puis les gens en situation de pauvreté n'ont pas accès à la culture, n'ont pas accès à ce bonheur-là. Fait que dans les projets qu'on a développés avec la ville, on a développé la médiation culturelle où les gens en situation de pauvreté peuvent avoir accès à la culture, soit être eux-mêmes acteurs, sujets acteurs, ou bien d'aller voir des spectacles. Là. Fait que effectivement, on se sert de l'art et la culture comme un levier d'action. Et je vous écoute, Sylvie, j'imagine, vous, avec tout ce qui s'est passé cette semaine là, sur la sphère de l'actualité, là, tous les débats sur la culture. Oui, je suis venue pour donner mon commentaire sur la pizza. Là, là je me suis dit, je sais pas si c'est la place. Ben, on n'est pas une émission d'affaires publiques, mais je m'en voudrais de pas nommer la déclaration d'un des. C'est plate pour ces restaurants-là, mais moi j'ai reçu une publicité de ce restaurant-là, là, Salvatore pour ne pas le nommer, mais je l'ai jeté. Fait que c'est pas c'est de valeur parce que ça doit être des franchisés, peut-être les autres, là, mais je pense que ça mériterait que la personne s'excuse. Puis le Guillaume Abbiatello, je suis pas sûre de bien le prononcer, mais il s'est excusé en effet au nom de sa famille. Je pense que le groupe n'a pas. C'est un peu comme ça. C'est ça. C'est quand on s'exprime dans un secteur qu'on connaît pas. Des fois, c'est ce qui arrive. Mais en même temps, je pense que ça a été une déclaration qui a amené les artisans de la culture à se positionner, puis les gens qui, comme vous, disent que la culture nous rend heureux, à se positionner à quel point ce sont des programmes essentiels et que la culture est essentielle dans notre vie. Puis vous l'intégrez vraiment dans un contexte de réalisation personnelle. Là, ça démontre encore plus à quel point c'est important. Exactement. On s'en sert, là. Vous devriez, si vous passez par Trois-Rivières, si vous n'auriez pas de problème de circulation à Trois-Rivières,
on se rend quand même vite d'un point à l'autre. Contrairement à Montréal, là, je dis ça comme ça, là. Et si vous venez à Trois-Rivières, vous allez pouvoir voir dans nos murs, on a des œuvres d'art faites par nos membres. Partout, il y en a. On s'est impliqué beaucoup avec le Festival international de la poésie. Chaque Il y a un année. gros événement à Trois-Rivières. Oui, c'est Oui. ça, c'est ça. Capitale de la poésie, Trois-Rivières. Oui. Et on participe, nos participants et participantes lisent des poèmes, ils ont fait eux-mêmes. C'est vraiment génial, là, ça aussi. Ça fait en sorte qu'ils sont applaudis, ils sont fiers, ils ont travaillé sur leur poème. Fait que on se sert, tu sais, on s'en sert en alphabétisation, on s'en sert en francisation de l'art et la culture, on s'en sert, même, on a un gros programme d'intégration à l'emploi. Et ils font les décors, eux. Ils font les décors de notre spectacle de cette semaine, du 20 mars. Ils vont aussi jouer des petits rôles là, dans la pièce. Fait que tout le monde, puis même les gens de l'équipe, là, on participe soit sur l'équipe technique ou soit sur comme des acteurs, actrices. Là. Puis, Un bel engagement. Un bel engagement. Sylvie, on va oui. prendre une courte pause, puis on va creuser un petit peu tout ça après. L'ensemble de vos programmes. Merci. Parfait. OK. Chantal Doré au micro des Héros Anonymes. Nous recevons Sylvie Tardif, coordonnatrice générale et cofondatrice du concept Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire. Sylvie, on discutait avant la pause de comment la culture est un peu transcende toutes vos activités. Et j'ai envie de vous entendre vraiment là, les activités quand les gens arrivent chez vous, parce que avant de pouvoir apprécier la culture, il faut d'abord être capable de la lire, de l'entendre, de la décortiquer. Donc, j'imagine qu'il y a tout un travail préparatoire sur l'apprentissage de la langue, que ce soit pour les immigrants ou encore de la langue écrite pour les personnes analphabètes. C'est sûr qu'une personne analphabète complète, puis qui vient d'arriver dans notre organisme, on ne fera pas nécessairement jouer un grand rôle. Il va peut-être avoir une petite phrase à dire, et puis des fois, ils vont peut-être faire juste un rôle silencieux là, sur la scène. Fait qu'on y va selon leur capacité aussi. On ne veut pas leur faire vivre des échecs, mais c'est ça. Là, je vous dis, la chorale, on a une belle chorale. Moi, j'allais vous dire avant la pause, moi, je fais partie du spectacle. Bon, je m'occupe de la régie, là aussi, mais je fais partie du club des percussions. Ah oui? Et, oui. Et l'année passée, je me suis cassé un bras, puis la chose qui me faisait le plus de peine, c'est de manquer mes percussions. Ah, vous donnez, c'est vrai. Pardon? J'ai dit, vous donnez vraiment? Oui, mais je me suis pas cassé un bras sur la percussion. Ah, d'accord. Puis c'était dans une journée plein air, fait que c'était sur le CNSST. Ah ouais. Ça a été long, mais tout est beau. Et fait que cette année, je peux jouer. Et moi, ce que j'aime là, dans le club de percussion, là, c'est que on est tous et toutes égales. Ouais. Et tu sais, moi, que je le veuille ou non, tu sais, les participants, des fois, ils voient ça comme une école, puis ils vont voir un peu comme la directrice. Puis moi, j'essaie d'être le plus possible que ce soit pas hiérarchique, tu sais, qui m'appelle Sylvie, qui me tutoie, puis tu sais, j'aime ça connaître, je connais tous leurs prénoms. Et quand on arrive en percussion, mais moi, je suis pas la meilleure. Moyenne. Moi, je suis la moyenne. Mais il y en a des membres des percussions, des participants en alphabétisation qui sont meilleurs que moi et qui vont des fois me corriger, vont dire Sylvie, on est sur le 8-4, là, pas sur 4-4. Tu sais. Fait que j'adore ça pour ça. J'adore ça
parce qu'on est un mélange de membres de l'équipe de travail, puis membres de personnes qui participent dans nos différentes activités. Là. On est une quinzaine. Puis, non, je pense qu'on est 18 cette année. On est obligé de racheter 3 tambours. Puis, l'année qu'on avait acheté nos tambours, il y avait eu la grève des trains. Puis, nos tambours étaient pris au Nevada. Puis, le spectacle s'en venait, en tout cas. On les a eus, je pense, la semaine d'avant. On n'avait jamais joué avec nos tambours. On jouait sur les tables. Puis, fait que c'est ça. Il arrive toutes sortes d'anecdotes. C'est ça. Vous avez, j'imagine, le grand sens de la débrouillardise, comme, oui. En fait, comme les gens que vous aidez. Hein, les personnes analphabètes sont reconnues pour être des grands débrouillards parce que quand tu n'as pas accès à une ressource comme la lecture, l'écriture, tu te débrouilles et tu trouves des moyens. Peut-être juste nous rappeler, moi, je suis toujours fascinée quand j'apprends les chiffres reliés aux difficultés de lecture, d'écriture. C'est beaucoup plus qu'on le pense. En fait, il y a différents niveaux. C'est comme niveau de littératie. Oui. Eux autres, les statistiques qu'ils donnent, moi, c'est quasiment une personne sur 2, mais nous, on parle plus d'analphabétisme. Et là, mettons, une ville comme Trois-Rivières, on est à 19-20% de problèmes d'analphabétisme, mais dans certains quartiers, parce qu'on a quand même 2-3 cégeps, on a une université, fait que c'est sûr que le niveau de lecture et d'écriture il est plus élevé à Trois-Rivières que dans certaines municipalités autour, ou même dans certains quartiers. Il y a des quartiers à Trois-Rivières qui sont comme quartier Saint-François-d'Assise, Sainte-Cécile, Notre-Dame. Eux, là, on approche du 35-37% de difficultés majeures de lecture et d'écriture, là, d'analphabétisme. Fait que c'est sûr que les gens avec qui on travaille, ils viennent plus de ces milieux-là. On est en plein cœur des quartiers populaires de Trois-Rivières, là, notre organisme, et c'est là qu'on rejoint. Puis une personne analphabète, avant d'entrer dans un centre de lecture et d'écriture comme le nôtre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et des fois, ils vont passer ils vont venir chercher l'information, ils vont revenir. Et il faut surtout pas. C'est la même chose dans nos programmes d'intégration à l'emploi ou surtout qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit moi je suis intéressé. Et faut pas que tu te dises je vais te donner rendez-vous dans 2 semaines. Non. Viens me voir demain, on se rencontre, tu commences la semaine prochaine, puis tu sais, justement pour pas les échapper, puis là, ils viennent avoir moins honte, puis... C'est ça la honte qui fait qu'on a comme un élan de dire « ma vie va changer », mais il reste que même si c'est pour changer pour le mieux, on le sait, c'est pas facile de changer quand on est habitué à des façons de faire. Tu es sur le trottoir devant la bâtisse de Concept. Tu ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur, puis tu ne sais pas qu'il n'y en a pas de préjugés par rapport au fait que tu sais pas lire ou écrire. Il y en a plus. La majorité ont des problèmes de lecture et d'écriture. Fait que c'est... mais un coup qu'ils voient, puis... on a le mot que les participants leur disent en arrivant, ils vont dire à Concept, le premier mot que tu dois apprendre, c'est le respect. Le respect. Puis on a tolérance zéro sur la violence, tolérance zéro sur le racisme. Puis on est devenu avec les années un milieu de vie aussi pour des personnes immigrantes et réfugiés. Il y a quelques années, nous, on n'en avait pas tellement de personnes immigrantes à Trois-Rivières, mais là, on en a eu beaucoup, on en a beaucoup. Puis je dirais que le tiers de nos membres, c'est des personnes immigrantes. Puis c'est devenu comme un milieu de vie pour elles. Fait que ça veut dire qu'elles se sentent en sécurité, puis elles se sentent pas jugées. Puis on a plein de projets avec des Québécois, là, entre guillemets, de vieilles souches françaises et puis des nouveaux arrivants. Là. Mais Sylvie, puis, juste pour qu'on fasse la distinction, un immigrant n'est pas analphabète nécessairement. C'est la langue française. Pour lui, il peut communiquer dans sa langue maternelle, mais c'est la langue française. Est-ce qu'il y en a que c'est les deux? Il y en a que c'est les deux. OK. Il y en a que c'est les deux. Donc, des difficultés dans leur langue maternelle et dans la langue d'adoption. Je dirais beaucoup des femmes aussi que dans leur pays d'origine, ils n'avaient pas été beaucoup à l'école, ils n'avaient pas été... Fait que c'est beaucoup ça. Puis aussi, vous connaissez, vous êtes dans le milieu montréalais, là, mais que des fois, les femmes, ils sortent pas nécessairement tout de suite
de leur loyer vont rester des fois 4, 5, 6 ans avant de sortir à l'extérieur, puis là, qui parlent pas du tout français. En plus, la langue, là, et non seulement ils savent pas l'écrire, mais ils savent pas la parler, là. Fait qu'on a, on a développé plein de méthodes aussi pour bien les intégrer, les accueillir. Puis on a des projets là, que le ministère de l'Immigration là, nous finance pour faire des projets spéciaux là, avec justement la lutte aux préjugés, au racisme, l'intégration des personnes immigrantes là, dans la société d'accueil chez nous. Puis, fait que ça, j'étais assez fière parce que on n'était pas là du tout au début quand on a commencé. Il n'avait pas de personnes immigrantes. Je faisais des blagues. Je disais, nous autres, il y a juste le restaurant chinois au coin de la rue, c'est tout. Il n'y en avait pas. Mais Ben, ça prend toutes sortes de couleurs, malheureusement, puis on le voit, oui. là. Mais je sais que vous êtes financé aussi par d'autres ministères qui reconnaissent comment vous êtes impliqués, santé, services sociaux. Peut-être, parlez-nous de votre programme Famille, parce que vous parliez des femmes. Souvent, les femmes vont être au cœur de la famille. Donc, qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour les familles? Oui, c'est vrai qu'on est financé par différents ministères. Nous autres, on dit peut-être pas suffisamment financé, mais on revendique ça Comme beaucoup des organismes qui sont... Mais on a la chance, d'habitude, on a le droit d'avoir juste un ministère d'attache, puis nous, on en a 3. Fait qu'on, c'est quand même une chance. Si on regarde par rapport en santé et services sociaux, ben là, c'est toute l'intervention sociale qu'on fait parce que il y a plusieurs personnes qui ont des vies de misère puis des problématiques sociales qu'on doit intervenir. Je dirais, malheureusement, notre programme Famille n'est pas financé par le Santé et Services sociaux, là, aussi peu. C'est vraiment un programme qui s'appelle le Fonds québécois d'initiative sociale, là, qui est avec le ministère de Chantal Rouleau. Puis bon, d'autres financements qu'on a. Mais c'est quand même un gros programme qu'on a, le programme Famille. Puis nous, on travaille à améliorer les compétences. Les compétences parentales. Sylvie, on va inviter nos auditeurs à découvrir votre programme sur votre site Internet. Notre temps a passé si vite avec une femme aussi inspirante. Bon, moi, je suis comme un jukebox. Si tu veux, j'arrête de parler. Merci on fera une autre émission. Absolument. On se reparle une autre journée de pleine lune. Oui. Sylvie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci beaucoup de votre excellent travail, cofondatrice du Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire. Oui, bonne journée tout le monde. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Parmi nos héros anonymes, vous le voyez, c'est toujours des gens de cœur, des gens dynamiques, des gens impliqués. Et on trouve important d'accueillir parmi nos héros anonymes des gens de différents milieux, de différents horizons, de différents âges aussi. Et là, on a la chance d'avoir un jeune homme qui, ma foi, a écouté son parcours. Il a l'air brillant, je l'ai devant moi. Il a tellement l'air d'une bonne personne. Il y a quelque chose, juste à le regarder, Alexandre, qui fait qu'on se sent bien. C'est un travailleur de rue. Vous allez voir pourquoi je perçois ça. On dit souvent que, Sylvie nous disait tout à l'heure, Sylvie Tardif, qu'ils étaient, eux, le Centre d'éducation populaire, l'avant-dernier filet social. Mais le travailleur de rue, ce que Alexandre nous dit, c'est qu'ils sont le dernier filet social. Donc, on va l'accueillir pour qu'il nous parle de ce métier extraordinaire et essentiel qu'il fait. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Chantal. Merci de nous recevoir. Quand j'ai entendu ça, dernier filet social, ça m'a vraiment émue. Tu sais, c'est vraiment, tu te dis, OK, là, il arrive quoi après? Il arrive quoi après? Je pense que c'est la question que toutes les personnes qui se retrouvent à la rue se posent, là, justement. Quand je parle que c'est le dernier filet de sécurité sociale, c'est que
c'est de même que je l'apporte justement aux politiciens ou aux fonctionnaires des villes, parce que le travailleur de rue, c'est que peu importe ce qui se passe avec quelqu'un qui n'a pas de filet de sécurité dans sa vie, il n'y a pas de proche, s'il se retrouve et la solution est le banc de parc ou la forêt, ben, c'est sûr qu'un travailleur de rue va tomber sur cette personne-là. Et c'est vraiment la dernière chance. On tend la main à ces personnes-là quand eux avaient totalement perdu espoir. Mm. Et les travailleurs de rue, ils créent des liens avec ces personnes-là dans leur environnement. Ça peut être dans les parcs, dans les rues, ça peut être dans un bar. Et ces personnes-là ont perdu espoir. Des fois, c'est du monde qui sont désaffiliés avec le système. Mhm. Et nous, on est là pour créer un bon lien de confiance pour justement faciliter cet accès-là aux soins, éventuellement, si c'est leur désir. Bien, c'est ça, si c'est leur désir. Est-ce que ils ont eu des fois une mauvaise expérience avec le système de santé, services sociaux, avec des organismes, parce qu'on en reçoit beaucoup ici au Héros Anonyme, mais il peut arriver que pour toutes sortes de raisons, cette personne-là, même si les gens voulaient l'aider, ça ne s'est pas passé d'une manière que ça a été aidant pour lui ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de cette personne-là qu'elle a de la difficulté à avoir accès aux services? Écoutez, il y a plusieurs raisons, plusieurs aspects à cette question-là. Moi, j'aime comparer que le système public, c'est pas pour tout le monde. Un peu comme l'école n'est pas pour tout le monde. Être sur un banc d'école, c'est pas pour tout le monde. Donc, ces personnes-là se retrouvent justement à être... ils veulent plus aller vers les systèmes, donc ils veulent juste s'arrêter là. Et des fois, c'est attendre. Attendre et survivre, en fait. Nous, les travailleurs de rue, on apporte une nouvelle langue à ces personnes-là et on leur dit on va t'accompagner où tu veux aller, selon tes besoins et à ton rythme. On priorise beaucoup l'autonomie de la personne et une fois que le lien est créé, nous, on est un bottin de ressources sur pattes. Donc, on connaît toutes les ressources, tous les organismes du coin, on a des bons contacts. Après, c'est de lui offrir et de dire « Hey, quand tu es prêt, je suis là, on se voit régulièrement, lève le flag et appelle-moi, je vais t'accompagner vers ces services-là. » Et qu'est-ce qui fait que, justement, notre précédente invitée, Sylvie Tardif, là, du Centre d'éducation populaire, elle disait qu'entre le moment où il y a une sensibilisation et que le moment où la personne passe la porte et vient s'inscrire, par exemple, au cours d'alphabétisation, ça peut être long, le chemin. Elle dit qu'il peut y avoir de la honte et tout ça. Donc, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu observes, de dire entre le moment où tu commences à semer un petit peu des petites graines, qu'il y a des gens qui pourraient aider, puis là, Alexandre, là, je serais prête à faire quelque chose. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a un sentiment qui est assez commun chez ces personnes-là, de voir quelqu'un qui les écoute sans jugement et puis qui est présent à leur côté, littéralement assis sur le trottoir avec eux, et dire « je vais t'accompagner à ton rythme », honnêtement, je pense que c'est une réponse qu'ils n'ont pas souvent. Souvent, ce qui n'est pas nécessairement mal parce que ça fonctionne pour d'autres, mais c'est « voici le plan, ça va être comme ça ». Nous, on dit « ton plan, tu vas le créer à ton rythme et quand tu vas être prête, je vais y aller avec toi. Ça va me faire plaisir. Mais pour l'instant, si mon rôle à moi, c'est de venir te voir sur le trottoir et te donner des matériels pour consommer de façon sécuritaire, ça va être ça mon rôle. » Parce que souvent, on va parler des organismes qui vont... on a des organismes de prévention, on a des organismes qui ont l'approche de réduction des méfaits, donc de dire on n'est pas là même pour faire de la prévention, mais au moins que, par exemple, la personne consomme et qu'elle le fasse dans des conditions propices. Comment, dans tout cet univers-là, vous vous situez, le travail de rue? En fait, le travail de rue, moi, je travaille pour un projet qui s'appelle l'Estrade. C'est 0-100 ans et on couvre aussi toutes les problématiques. Et puis, justement, comment qu'on s'y trouve, c'est que ces personnes-là, qui peuvent, des fois, ça peut être, on rencontre des travailleurs du sexe, ça peut être des personnes qui consomment. Je vais donner ces deux exemples-là pour, justement, quand on fait la réduction des méfaits, on donne des préservatifs ou on donne des matériels de consommation, c'est que ces personnes-là, soit par honte ou par peur, ils n'iront pas demander de l'aide, par peur de jugement. Et c'est que peu importe ce qui se passe dans leur vie, nous, on va toujours être là. C'est
c'est ça, ce qu'on leur dit, c'est que c'est un travail d'équipe. Mhm. On est le dernier filet. Fait que nous, on va pas le juger, on va l'accompagner, on va l'encadrer, on va le questionner. Et une fois que le lien est vraiment fort, c'est là qu'on peut vraiment le confronter, le questionner. Où tu veux aller? On tente tout ça ensemble? On fait ce premier pas ensemble? Ah non, OK, parfait, je t'attends. Moi, je dis souvent, je vais faire un pas quand tu vas faire un pas. Je le ferai pas pour toi, mais je vais tout suyer pour, puis je vais être à ton rythme. Ça peut prendre 3 mois. Chantal, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 ans. Je t'écoute parler, Alexandre, puis je me dis qu'on pourrait tous tirer avantage de cette approche-là dans la plupart de nos relations parce que des fois, on veut que les choses changent et on manque de patience. Je pense peut-être aux parents qui nous écoutent, là, qui veulent que, par exemple, leur enfant adopte tel comportement. Bon, c'est sûr que c'est pas pareil, là, on n'est pas dans le même type de lien, mais tu sais, cette approche-là de laisser l'autre personne le faire à son rythme, ça demande, tu sais, une grande patience. Comment tu te prépares à, tu sais, dans ton être, tu sais, puis je disais d'entrée de jeu qu'on sent une douceur chez toi, on se sent bien quand on te regarde, puis j'imagine que ça fait partie de ton métier. Mais tu sais, c'est ça, on sent que tu es là, mais que c'est ça, il n'y a pas de... On te pousse à, ou tu devrais le faire pour ton bien, ou parce que j'imagine que quand on dit ça, si la personne n'est pas encore là, ça donne rien, ou on sème quand même des petits messages? En fait, forcer, je pense que ça donne absolument rien. Et honnêtement, quand j'arrive avec cette approche-là d'écoute, non-jugement, d'acceptation, honnêtement, le monde s'ouvre et sont surpris. En fait, je crois pas tout savoir, mais j'ai l'impression que ces personnes-là sont beaucoup dans la défense. Ouais. Quelqu'un qui arrive et dit « Mais pourquoi tu t'aides pas? » C'est « Je vais me défendre, moi. » Le monde ne me comprenne pas. Ouais. Moi, je vais me défendre. Et quand ils rencontrent les travailleurs de rue, tout d'un coup, ils sont comme « Hey, j'ai pas besoin de me défendre. » Ils comprennent où j'en suis. Et rapidement, cette barrière-là, une fois que cette barrière-là s'enlève, leur capacité à vouloir changer s'ouvre vraiment. Et on voit cette opportunité-là tranquillement. Et pour nous, on entretient ce lien de confiance-là pour capitaliser sur son vouloir de changer. Oui, j'aime comment tu l'amènes parce qu'on voit, puis là, je divague probablement, mais tu sais, même, mettons, dans les mouvements sectaires, des fois, les parents essayent de changer les choses, puis tu vois que les gens vont être en dissonance cognitive, comme ils vont vouloir justement se défendre leur décision, puis ça prend un certain temps avant que la conscience arrive, et ça prend cette patience-là, cette distance-là, cet espace-là que vous créez. Vraiment, je pense que tu le dis bien. Et puis, tu sais, en fait aussi... Chantal, ce qui est important de le dire, c'est que ça peut être autant... On parle beaucoup d'itinérance parce que c'est un peu présentement la pointe du iceberg. Mais tu sais, c'est autant les jeunes qui sont tannés d'être à l'école, pas de motivation, décrocheurs. On va à l'encontre de ces jeunes-là aussi, là. Et c'est de trouver justement quelle motivation qu'on peut aller voir au quotidien, quel espoir qu'on peut tirer chez eux. Puis les jeunes sont drôlement intéressants quand on les confronte pas. Quand on n'arrive pas avec une approche... moralisatrices sont vraiment intéressants, inspirants et sont plus enclins à changer ou modifier leur habitude. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as constaté un peu chez les jeunes des enjeux de radicalisation davantage ces dernières années? Qu'est-ce que tu entends par radicalisation? Juste on vit des moments un petit peu difficiles ces temps-ci, de moi par rapport aux autres, dans les différentes communautés culturelles. On voit, par exemple, un recul chez les jeunes. L'organisme GRI dit au niveau de l'homophobie, on voit un recul aussi qui se passe. Fait que de devenir encore plus radical dans sa position de c'est la faute de, ou c'est la faute de telle ethnie, c'est la faute de tel groupe. Ça fait comme un clivage où ça devient moi contre les autres ou nous contre les autres. Qui fait que là, quand il y a un groupe, je sais pas moi, par exemple, de gang qui t'approche, qui te donne un sentiment d'appartenance,
mais tu as peut-être envie de te joindre parce que il y a comme une notion peut-être de famille qui est là ou... Mais c'est sûr qu'on l'entend beaucoup, là, justement, tout ce qui est la radicalisation, peu importe le sujet, c'est une tendance, effectivement. Moi, ce que j'ai envie de dire, Chantal, c'est que quand on a la chance d'entrer dans ces groupes-là de jeunes, où ça peut être dans un groupe d'adultes dans un bar, c'est que nous, on a un rôle important de faire en fait, de l'éducation populaire. Là. Et je pense qu'il y a une manière de questionner sans juger et questionner pour faire réfléchir l'autre personne. Je me dis toujours que leur avis qu'ils ont, c'est peut-être pas avec mes valeurs, mais je trouve ça hyper intéressant de quel chemin ça a fait dans leur tête pour faire en sorte qu'ils y croient mordicus. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Et c'est justement, c'est de savoir, OK, toi, tu penses comme ça, voici moi comment je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve un terrain d'entente, une vision commune où qu'on peut se faire réfléchir les deux, autant toi que moi. Et c'est de même que je l'apporte, parce que moi aussi, je veux m'intéresser à pourquoi tu as ces pensées, justement, radicales. Et inversement, par contre, à son tour, c'est de comprendre pourquoi moi, j'ai cette vision-là. Tu demandes comme une forme d'engagement à explorer d'autres réflexions parce que toi, tu le fais. Exactement. Je pense qu'engagement, ça peut être un gros mot, mais je sème des graines. Ouais. Et éventuellement, ça se peut qu'ils me disent « Écoute, Alex, t'es intéressant. OK, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je pense vraiment pas comme ça. » Puis sais-tu quoi? Moi, je leur dis « C'est correct. Je vais pas arrêter de te parler pour autant. » Sauf que il y a plusieurs actions que dans un an, c'est comme « Hey, tu sais, tu te rappelles, là, tu me parlais de ça. Ça fait du sens pour moi aujourd'hui. » On plante beaucoup de graines, puis qu'éventuellement, ça se peut que nous, dans notre parcours de travailleur de rue, on les voit pas germer. Mais l'important, c'est que nous, on les plante. Puis il y a de l'espoir. On va prendre une petite pause, Alexandre. C'est une phrase parfaite. Parfait. Dernier bloc des Héros anonymes. Chantal Doré au micro avec notre invité Alexandre Laberge. Il est travailleur de rue pour un organisme qui s'appelle l'Estrade. En fait, c'est un organisme où en voie de... Ça a parti, je pense, d'un projet et là, c'est en train de devenir vraiment un organisme en bonne et due forme. Exact. En fait... je vous vois un court récapitulatif. C'est un projet qui existait avant 2015, là. Et puis sur le territoire de Cathéry, en Montérégie, et par coupure de subventions, le projet a dû se dissoudre, sauf que la Maison des jeunes Équinoxe à Sainte-Catherine et la Maison des jeunes Antidote à Candiac ont levé la main pour dire, écoute, nous, on voit la pertinence sur le territoire et on croit à la pérennité de ce projet-là. Donc, par le fait même, la ville de Sainte-Catherine et Candiac ont donné un certain montant pour continuer. On est en 2025, et c'est fait 10 ans. Et puis, moi, j'ai vu aussi le besoin grandissant dans notre communauté. La communauté, les organismes, les citoyens voyaient vraiment la pertinence. Donc, c'est pourquoi que je vais détacher le projet L'Estrade à en devenir un organisme communautaire à part entière. Et je suis en démarche. Si tout va bien, ça devrait être cette année, là. Alexandre se croise les doigts. Ouais, exact. On lui souhaite vraiment donc l'Estrade parce que c'est ça, souvent on entend travail de rue, on pense spontanément aux jeunes. Là, on voit que l'historique du projet est né d'une maison de jeunes. Mais je comprends que toi, quand tout à l'heure, tu nous as nommé 0 à 100 ans, c'est que c'est une vue de l'esprit là, pour dire que tu ne veux pas t'en tenir uniquement à la clientèle jeunesse. Non, vraiment, parce que le besoin est, oui, est jeunesse, mais il est aussi adulte. On le remarque beaucoup, là, justement, en tout ce qui est 20-35 ans, il n'y a pas de maison jeune adulte. Donc, ils peuvent pas, il n'y a pas nécessairement un milieu, justement, pour se rencontrer. Donc, ils peuvent tomber dans la craque des fois qu'on dit, là. Donc, c'est important pour nous, vraiment, le 0-100 ans, pour couvrir autant les jeunes, autant les adultes. Donc,
c'est vraiment ça notre vision, là. Mais quand tu disais il n'y a pas de maison jeune adulte, tu sais, ton travail de rue, puis là, j'ai envie que tu nous amènes un peu dans ton quotidien, là. Je disais d'entrée de jeu, là, que tu étais les deux pieds dans la gravelle, sous les ponts, des fois dans les abribus. Donc, tu sais, il y a la maison où on va pas, puis la personne que toi, tu te déplaces où elle est. Tu sais, fait que c'est comme si ta maison, tu la promènes sur toi, là. Vraiment. Notre bureau de travail, c'est un sac à dos, en fait, là. Ouais. Dans ce sac à dos-là, il y a plusieurs matériels, etc. Sauf que les personnes qu'on rencontre aussi, ce qui est drôlement intéressant, on les rencontre, ça peut être dans un bois, je m'assois dans le bois avec eux, et ces personnes-là veulent s'en sortir. Mm. Honnêtement, 95% des personnes que j'ai rencontrées veulent s'en sortir. Et l'image de l'itinérance des médias ou du monsieur, madame, tout le monde, des personnes qui ne veulent pas s'aider, puis méchantes, agressives, honnêtement, peut-être qu'il y en a, mais c'est la pointe du iceberg. Moi, ce que je vois, c'est du monde qui ont juste pas de famille, ni d'amis, ni de collègues, et demain, ils se font évincer. La solution, c'est la rue. Tout simplement. Malheureusement, on le constate de plus en plus. On a fait des émissions sur ce sujet ici. Le visage de l'itinérance change avec les difficultés économiques, le prix de hausse des loyers. Est-ce que tu le vois aussi peut-être chez des personnes âgées? On constate qu'il y en a beaucoup qui vivent la solitude aussi. Personnes âgées, en fait, par manque de personnel encore, on n'a pas encore un gros réseau de personnes âgées qu'on a rencontrées. Par contre, on a beaucoup de personnes dans la cinquantaine, soixantaine, que, veut pas, c'est une pensée qu'ils ont. S'ils se retrouvent à la rue à cet âge-là, ils se disent où je vais être, moi, quand je vais être une personne âgée, physiquement plus hypothéquée, pas la même santé pour s'en sortir qu'à 50 ans. Puis ces personnes-là, j'aime le faut que je le mentionne, on n'a pas le choix. Quand on les écoute parler, là, c'est ce monde qui n'ont pas de ressources. C'est du monde que par méconnaissance, ils se retrouvent et pour eux, il n'y a pas de solution. Il y a aussi du monde qui ont eu des mauvaises expériences avec le système. Ouais. Donc, ils veulent se couper du système en disant « je vais m'en sortir tout seul ». Et si, Chantal, je peux te dire un constat aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve à la rue, itinérant, pas de famille, pas d'amis, pas d'employeur, t'es rien pour le système. Puis pour remonter la pente, c'est énormément difficile. C'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. C'est très difficile parce que tu te bats à dire, tu vas te trouver une job, mais t'as pas de toit, t'as pas d'adresse, fait que t'es barré. Tu réussis à économiser beaucoup d'argent. Tu veux aller faire une visite d'appartement, mais t'as pas de carte de crédit. Et si ils savent que tu es à la rue, tu pars avec 2 prises tout de suite. Puis il y en a 50 autres qui vont le prendre, l'appartement. Donc, aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, c'est énormément difficile quand tu touches le fond. Et les travailleurs de rue, moi, je les vois comme on apporte des lampes de poche. Et là, c'est dans le sous-sol noir de la société. Nous, on leur offre des lampes de poche pour voir un peu plus clair et justement favoriser leur inclusion sociale. Et pour ça, ça prend un partner, un travailleur de rue, pour justement l'aider à l'accompagner, aller vers voir l'employeur avec lui donner les ressources pour bien se présenter puis favoriser à remonter cette pente-là, justement. Ça prend, quand tu les approches, là, avant qu'ils puissent te dire ce qu'ils ressentent, la souffrance qu'ils vivent, combien de temps ça prend avant que tu réussisses à craquer cette coquille-là? Parce que la survie fait en sorte que des fois, tu ne veux pas en parler de ce que tu vis parce que c'est difficile. Puis comme tu dis, tu es tellement habitué de ne pas être écouté que pourquoi j'en parlerais? Ça va dépendre, en fait. Les travailleurs de rue se promènent dans plusieurs milieux. Ça peut être dans un Tim Hortons le soir. Ça peut être aller faire un tour dans le bois. Ils choisissent leur moment. Et c'est du monde qui sont prêts à accueillir l'information. Ils sont présents pour le monde. C'est ça leur job, justement. Et quand ils voient quelqu'un qui est un peu plus dans la détresse, ça va avec un premier contact. « Hey, salut! » Puis rapidement, tu le vois, le monde dit « salut » et avec notre bel accueil, il s'ouvre rapidement. Parce que des fois, le monde
vous allez visualiser ce que je veux dire, passe dans la rue, le regarde, même pas le regarde, du monde qui l'enjambe. Même pas le regard. Je fais juste de dire « Hey, salut! Ouais. » Ça l'ouvre une porte, les étoiles dans les yeux, de dire « Wow! Quelqu'un qui me considère. » À partir de là, je pense que c'est déjà gagné. Après, c'est de créer le lien avec cette personne-là. Et puis, il sauve. Selon ce qu'il sauve, nous, on demande « Hey, c'est quoi que tu veux? Comment moi, je peux t'aider? » C'est important de ne pas assumer un besoin. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Donne-nous un exemple, pas assumer un besoin. Surtout, les travailleurs de rue, on est bon en intervention et c'est de comprendre tous les besoins. Ah, il y aurait besoin d'un toit, il y aurait besoin de ci, il y aurait besoin de ça. Sauf qu'il faut partir de lui. Tu sais, aujourd'hui, c'est de constater, OK, aujourd'hui, je sens que tu as de la détresse, tu ne vas pas bien, mais comment moi, je peux t'aider? Tu sais, je suis présent à tes côtés. Si tu avais de l'aide, là, qu'est-ce que tu voudrais? Puis souvent, qu'est-ce qu'ils nomment? Des fois, c'est le petit pas. Ouais. C'est un petit pas. Hey, sais-tu quoi? J'aimerais ce soir au moins avoir un bon souper. Puis c'est comme, hey, t'as tellement raison. C'est aussi simple que ça. Fait que des fois, on arrête un McDonald's ensemble, ils mangent, puis on apprend à se connaître. Je laisse mon numéro de téléphone, ou demain, je dis, hey, je vais repasser te voir. Puis c'est dans cette constance-là de rencontre qu'il comprend qu'on est là pour de vrai. Puis effectivement, éventuellement, il s'ouvre à nous, puis il dit, écoute, moi, j'aimerais ça peut-être qu'on se trouve un hébergement. Là. OK. Mais quand est-ce que tu nommes, est-ce que tu dis, je suis travailleur de rue? Comment tu te présentes à eux? C'est intéressant comme question parce que, effectivement, c'est pas écrit dans notre front. Puis d'emblée, on le nomme pas. On ne dit pas, salut, je suis travailleur de rue, je vais t'aider. Non, c'est pas ça. C'est très humain, Chantal. Ouais. On revient à la base. C'est, hey, salut, comment ça va? Ou, hey, t'as pas l'air à bien aller. On a perdu. Exact, chose qu'on a peut-être perdue. Et tu m'amènes sur une voie que j'aime bien nommer. C'est, des fois, moi, je nomme que je trouve ça fou d'avoir ce métier-là. Parce que pour moi, c'est être humain. Absolument. C'est juste si tout le monde avait ce sentiment de dire, hey, il y a quelqu'un de ma communauté qui va pas bien, je vais aller le voir. Si tout le monde entier, du moins tout le Québec, ce serait déjà ça, faisait ce petit pas-là, cette petite considération-là envers les autres membres de sa communauté qui va pas bien, je pense pas qu'on aurait de job. C'est être humain. C'est fou, là, quand tu y penses. Là, c'est vraiment... C'est être humain, cet emploi-là. Mais est-ce qu'il y a des gens... Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pris dans leur propre tracas, leur propre... ou même des fois, je sais que je suis ce genre de personne-là, et il y a des gens, parfois, que ça... Ne serait-ce que des fois qu'un sourire qui vont me dire, mais est-ce qu'on se connaît? Je dis, non, bien, en tout cas, pas encore, mais on se croise. Je te vois comme un humain, je te vois, tu me vois, je te souris, bonne journée. Et pour des gens, des fois, c'est comme... Hein? Tellement. Puis tu le nommes bien. Moi, mon cheval de bataille, c'est pas de me dire, écoute, le monde ne considère pas assez. Je suis pas là-dedans. Tout le monde a son vécu, tout le monde a sa vie. Ouais. Puis je peux comprendre que par stress, par peur, on aime mieux rester dans nos petites bottines. Puis ça, je le comprends. Sauf qu'effectivement, que rencontrer quelqu'un, on le sent quand quelqu'un a besoin d'aide. Là. Simplement le considérer, ça vaut pas mal plus qu'une poignée de 25 cents dans le coffre à gants. Là. Juste, on m'avait déjà dit ça. Je me rappelle pas la dernière fois que quelqu'un m'a regardé dans les yeux. C'est quelque chose, cela, là. Hein? Vraiment. Et comment, après ça, tu organises avec les autres personnes qui sont des partenaires? J'imagine les policiers. Il y a un virage de plus en plus vers le communautaire. On voit tout le travail que Fadi Daguerre, entre autres. Je parle peut-être à Montréal, mais avant, il était à Longueuil. Donc, on est quand même là sur la Rive-Sud. Il se positionne un petit peu plus vers un côté plus communautaire chez les policiers, d'être un peu dans cette approche-là. Vraiment. Puis tous les organismes communautaires et le service policier de notre région, c'est vraiment nos meilleurs amis. Là. On les connaît par cœur. On fait des visites une fois semaine dans les organismes pour dire « Salut, on est là, on est présent ». Et eux, ils nous réfèrent beaucoup de monde aussi, là, inversement. C'est vraiment... On n'a pas le choix. Il faut être bien entouré. Un travailleur de rue qui connaît personne, c'est pas trop utile parce qu'il y a un sac à dos vide. C'est en fait. ça. S'il veut être un bottin sur pattes. Exact. Alexandre, si on veut en savoir plus sur l'estrade, sur tes projets, comment on entre en contact?
En fait, on a une page Facebook. Mhm. Présentement, pas de site Internet parce que ça coûte beaucoup d'argent et Ouais. on est restreint. Donc, la page Facebook de l'Estrade qui couvre, dans le fond, tout le Cateri en Montérégie, 7 municipalités. Et on fait du 0-100 ans. Donc, nous rejoindre le nerf de la guerre pour la prochaine année, pour moi, ça va Oui. être, oui, créer l'organisme, mais trouver du financement parce qu'on n'est pas éligible à avoir du financement récurrent avant 2 ans d'être un organisme. Donc, à financement à la mission. Là. oui, exact. Fait que, on est beaucoup dans aller chercher des subventions, le support des villes. Donc, c'est vraiment le financement, le nerf de la guerre pour la prochaine année. On passe le message à nos auditeurs qui auraient envie de soutenir l'Estrade. Et merci beaucoup, Alexandre, pour ce beau moment. Je suis convaincue que tu as, je ne veux pas dire une belle carrière, c'est pas le mot, mais un très, très beau parcours devant toi. Puis c'est encourageant de voir des jeunes aussi engagés socialement. Merci beaucoup, Chantal. Vraiment de l'accueil, là. Privilégié. Merci beaucoup. Bien, merci à notre recherchiste Catherine Bourderon avec qui tu as eu le premier contact. Mathieu Tessier en régie avec nous chaque semaine. Jean-Sébastien Laliberté, notre chef diffusion technique. Et je vous invite à écouter nos autres épisodes des Héros Anonymes sur canalem.vuesetvoix.com. Je suis Chantal Doré. Toujours un plaisir d'être avec vous pour vous faire rencontrer de nouveaux héros anonymes. Bonne semaine!